on peut pas être ce qu'on ne voit pas. Moi, je suis toujours partie avec ça. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à être dans les clubs, puis les parents qui me disaient, mon Dieu, Séverine, wow, c'est le fun de voir quelqu'un comme toi, puis une femme qui... Puis là, je me disais, OK, je comprenais pas dans le temps pourquoi on me disait ça. Et pour après comprendre qu'effectivement, un modèle, que ce soit un modèle de joueuse, que ce soit un modèle d'entraîneur ou de n'importe quelle sphère de travail, c'est hyper important. Maintenant, les jeunes filles lâchent rapidement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, bien, il y a un problème de l'environnement. On en parle beaucoup, on en a parlé aux Olympiques, l'aspect plaisir, bien, il est là à tous les niveaux. Puis à un moment donné, bien, quand ça se perd, bien, la fille va partir beaucoup plus rapidement que le garçon. On dit aussi que les filles sont moins compétitives. Ce n'est pas vrai. Ben non. Souvent, c'est pas... Pour moi, là. Combien de fois j'entends ça? Puis je suis entourée de femmes ici que c'est pas du tout dans cette règle-là. Mais combien de fois on entend ça? C'est comment la fille est moins compétitive, elle aime moins compétitionner, elle aime mieux être en groupe. Je suis désolée, mais les jeunes filles et les femmes qui avant moi, c'était de la compétition. Elles voulaient compétitionner, elles voulaient atteindre les hauts niveaux. C'est l'environnement dans lequel elles étaient qui faisait la grande différence. Et souvent, bien, il y a une partie parentale, mais il y a une partie entraîneur aussi. Je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire au niveau du coaching. On a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là pour que, justement, quand la jeune fille elle est dans son environnement, qu'elle reste. Et souvent, bien, quand elles arrivent à 13 ans, à 14 ans, elles se rendent compte que finalement, bien, leurs amis sont partis, l'entraîneur, bien, c'est plus vraiment le fun. Bien, là, ils veulent aller chercher d'autres niveaux, mais ils ne réussissent pas. Et c'est ce qui fait que ça arrête. Alors, à mon avis, ça prend des modèles, ça prend de l'éducation. Je crois que nos niveaux d'entraîneurs doivent être mieux informés, mieux éduqués à comment parler, communiquer, créer un environnement pour que les jeunes filles restent. Et à partir de là, ce que ça va faire, c'est que ça va mousser puis ça va changer toute la dynamique. Est-ce que le plaisir n'est pas trop basé sur la performance? C'est le fun de jouer, de faire du sport tant que tu gagnes, puis une fois que tu commences à perdre, bien, le plaisir est moins là. Puis là, bien, ça devient... L'intérêt pour le sport diminue, alors que, tu sais, à la base, je parle, j'ai 2 filles, j'aimerais tellement ça qu'elles soient sportives, qu'elles trouvent n'importe quelle passion, qu'elles aiment bouger, garder en forme, ça l'apporte. Tu sais, le sport m'a tellement apporté toutes sortes de niveaux, là, tu sais, c'est pas juste que ça met en forme, mais mentalement aussi, ça te prépare la concentration, un peu la compétition qui est le fun, puis être capable de gérer la défaite aussi dans les échecs dans la vie, tu sais, ça te prépare super bien. C'est une école de la vie. Vraiment, puis, mais c'est ça, c'est comme, en tout cas au tennis, je sais que vers 13-14 ans, tu arrives, puis oui, tu as un petit plateau au niveau de jeu. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller passer à l'autre niveau, mais est-ce que c'est vraiment grave? T'sais? Est-ce que c'est pas plus important tout le reste que le sport peut t'apporter? Mais ça devient tellement d'importance sur... tu gagnes pas la défaite, ça vient les chercher. Fait qu'on préfère lâcher que de continuer à vivre ce mécontentement-là. Là, quand on parle de plaisir, parce que moi aussi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est sûr que les filles, ce qu'elles aiment beaucoup à cet âge-là, c'est être en groupe. Puis moi, je pense qu'une des choses on devrait faire plus, c'est organiser justement des compétitions par équipe entre les filles, juste pour stimuler ça, parce que je peux imaginer une fille de 13-14 ans qui arrive dans son sport-études, la seule fille entourée de 11 autres garçons, par exemple, qui vit des gros changements, parce qu'on le sait, à l'adolescence, être une fille, c'est pas si facile que ça. Tu as des gros changements physiques, tu as des changements émotifs. Donc, je peux imaginer une fille qui se retrouve juste avec des garçons comme c'est difficile, puis je pense que c'est à nous aussi à organiser des rencontres, justement, juste avec des filles pour qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules dans ça. Puis l'autre chose, je pense, pour laquelle les filles abandonnent le tennis aussi, c'est qu'il y a une grande pression au niveau de la réussite scolaire. Puis le passage du primaire au secondaire, c'est un passage qui est difficile. Puis de mettre toutes les heures dans le tennis, puis là, de dire « Oh, OK, mais là, j'ai l'école, il faut que je performe à l'école aussi. » Puis encore une fois, bien, c'est de trouver des modèles, des gens qui ont réussi, des filles qui ont réussi, justement, à faire ça, à faire les deux, à avoir des bons résultats scolaires, à avoir un scholarship pour aller aux États-Unis, mais en même temps d'avoir une carrière de tennis intéressante. C'est drôle, il y a un petit mélange de tout ça, hein, parce que je pense que tout ce qu'on dit, bien, c'est aussi bon pour les jeunes garçons. Ouais. Le plaisir doit s'adresser dans notre sport au complet, il doit s'adresser aux jeunes garçons qui commencent, être en équipe, tout le monde veut ça. Puis c'est intéressant parce que, peut-être vous allez pouvoir ajouter à ça, mais les jeunes filles que je parle à 13-14 ans, justement, pour elles, c'est qu'elles veulent être plus avec les garçons. Elles veulent pas justement être juste avec les filles, juste tasser, que ça soit un groupe où
la fameuse phrase qui commence à changer un petit peu. Ah, une fille, elle a besoin d'avoir un entraîneur à elle-même parce que c'est bien trop émotif. Ça ne peut pas travailler en groupe. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut changer aussi. Mais c'est certain que pour qu'on ait des jeunes, parce qu'on en parlait tantôt, c'est on veut garder celles qu'on a, mais on va en avoir des nouvelles aussi. Alors, il y a des choses qu'on doit changer, il y a des choses qu'on doit aussi améliorer dans cet environnement-là. Puis c'est dommage qu'on revienne toujours au plaisir parce que c'est la base de tout. Puis quand on me dit souvent le plaisir, mais le plaisir et la haute performance, ça ne va pas ensemble. Déjà, il faudrait définir ce que haute performance veut dire. Mais quand on l'entend aux Olympiques, c'est quoi ton objectif? Je vais avoir du plaisir au jeu, puis ils reviennent avec des médailles, donc c'est possible d'avoir les deux. Mais l'aspect de modèle est hyper important, mais il faut changer ce qu'il y a alentour. Et des fois, arrêter de mettre les filles dans des boîtes. Ah, les filles sont émotives, ils préfèrent être en groupe. Oui, moi, je pense que ça prend un mélange des deux. Ça prend une façon d'être avec des filles, de parler de plein de choses, que l'entraîneur est pas obligé de dire « Oh non, vous êtes encore en train de jaser des filles, là. » Oui, mais c'est comme ça. Mais aussi, ça prend de l'autre côté pour les garder, parce que ce qu'on voit dans tous les sports, c'est que les jeunes filles qui commencent, quand ils sont à du haut niveau, arrivent à 14-15 ans, c'est les mêmes filles qu'ils se voient depuis qu'ils ont 7 ans. Fait que là, ils font comme, OK, c'est la même chose, il n'y a pas de diversité dans le sport, c'est les mêmes adversaires, les mêmes partenaires d'entraînement. Donc ça, il faut faire attention aussi pour ne pas commencer à avoir un étau qui se resserre. Et là, la jeune fille de 13-14 ans, finalement, se dit, bon, mais je suis encore avec les mêmes filles, c'est la même chose, c'est pas motivant. Qu'est-ce que je fais? Oui, elle perd sa motivation, Ouais. elle ne se sent pas challengée, elle ne sent pas que c'est un défi parce qu'elle est tout le temps avec le même groupe. Fait qu'il faut trouver un moyen pour mieux les encadrer, surtout à l'âge où c'est comme l'adolescence. Psychologiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. Fait que je pense que de leur permettre de donner des entraîneurs pour les informer de certaines choses puis garder l'esprit plus ouvert qu'avant. La mentalité avant, comme t'expliquais, c'était très « Ah non, t'es émotif, tout ça. » Oui, on est émotif, puis c'est comme ça. Fait qu'aidez-nous à avoir un meilleur équilibre et tout. Là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bien, c'est ça, lorsqu'on parle d'environnement, je pense qu'au final, c'est d'élargir un peu notre offre. S'il y a une fille qui est dans le tennis, bien, si jamais elle, ce qu'elle veut, c'est continuer de jouer au tennis pour le plaisir, mais pas nécessairement avoir la pression de devoir faire une carrière ou d'aller même à l'université américaine. Il faut qu'il y ait quelque chose pour elle. Puis en ce moment, c'est ça qu'il n'y a pas. Le côté social qui pourrait se jumeler un peu plus au sport du tennis, tu sais, de faire des événements de tennis qui sont plus inclusifs, là, puis le fun les fins de semaine avec... chez tous les sports par équipe, souvent tu vas manger en équipe, tu te prépares en équipe. Tennis, c'est un sport individuel. Fait que si on ne fait pas attention, bien, tout le monde se retrouve chacun de son côté. Fait ce qu'on a avec la Ligue universitaire, si on était capable d'amener ça au secondaire, tant qu'à moi, là, ça ferait une grosse différence pour les filles, justement, de l'âge qu'on parle. Après, c'est pas simple à mettre en place. Mais... Non, mais cet aspect social-là, tu as tellement raison. Puis je sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a fait rigoler un peu. Mais l'équipe canadienne de hockey, avant d'embarquer pour leur match puis d'aller pour la médaille d'or, ils faisaient une petite danse qu'ils ont fait ensemble depuis un an, puis ils travaillent. Puis je me disais, wow, je suis pas sûre que les hommes qui regardent ça ou les jeunes garçons font comment? Est-ce qu'on aurait fait un TikTok avant de... Mais c'est ça qui est intéressant. Puis c'est des parties comme ça. Quand on parle d'un environnement, ça fait partie de l'environnement. Puis Alexandra, tu le disais, à quelque part, c'est aussi une question d'éducation. Là, on est comme on est, il y a une physiologie différente, il y a une émotion différente. Maintenant, c'est pas de changer ça qu'il faut, c'est de le nourrir puis de nous aider justement à le gérer. Et pour ça, ça prend effectivement l'éducation. Puis Valérie, tu le disais tout à l'heure, il faut aussi redéfinir le succès, autant pour les garçons que pour les filles, mais un petit peu plus pour les filles. Moi, je le dis toujours, j'ai eu un niveau national, je suis entraîneur depuis 30 ans. Donc, si ma définition de succès, c'était d'être pro, bien, j'ai un échec depuis 30 ans. Puis pourtant, je suis dans quelque chose que je suis passionnée puis que j'adore depuis 30 ans, qui est le coaching. Alors, il faut peut-être redéfinir ça puis dire aux jeunes filles de 13-14 ans, bien, c'est pas grave si tu n'es pas pro un jour. Peut-être tu vas être entraîneur, peut-être que tu vas être arbitre, peut-être tu vas faire des médias et d'élargir les possibilités. Et je pense qu'en faisant ça, il y a pas mal moins de filles à 13-14 ans qui vont arrêter le sport.
Ben, moi, je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que la fusion de la WTA et de l'ATP, je pense que les femmes ont quand même à gagner. Évidemment, en ce moment, ce qui n'est pas évident pour la WTA lorsqu'on parle de l'égalité des bourses, là, outre les tournois du Grand Chelem, c'est le fait que lorsqu'on regarde les contrats de télé, par exemple, il n'y a pratiquement pas de comparatif, là. C'est du 10 fois quasiment ce que l'ATP est capable de signer versus la WTA. Après ça, c'est sûr que c'est une question qui est ni toute noire ni toute blanche sur ce qu'il y a à faire dans cette unification parce que évidemment, on se remonte à l'histoire de Billie Jean King. Il faut s'assurer que les joueuses soient bien défendues. Donc, les personnes qui seraient à la tête, par exemple, de cette nouvelle gouvernance-là, vont être très, très importantes. Mais je pense que pour l'amateur de tennis, il y aurait beaucoup à gagner quand même. Je trouve que notre sport est parfois difficile à vendre lorsque on a un calendrier de tournois pour l'ATP, on a un calendrier de tournois pour la WTA. On pense ici particulièrement, par exemple, au Québec, on veut suivre les tournois de l'ATP, c'est à un réseau de télé, et puis pour les tournois de la WTA, c'est à un autre réseau. C'est pas facile, et lorsqu'on essaie justement d'attirer un peu plus de gens et on veut qu'ils suivent le tennis, on essaie de l'expliquer, notre sport. Il y a beaucoup de oui, mais la même chose avec les tournois du Grand Chelem, c'est géré évidemment par une autre organisation avec d'autres règles. Donc, je pense que si on veut amener notre sport à grandir, il faut que ça passe par là. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que l'idée a été lancée en premier par Federer en 2020. Donc, on était vraiment pendant la pandémie. Et pour lui, le côté business, finalement, du tennis avait beaucoup à gagner. Donc, le fait que ça vienne d'un homme, déjà, à la base, et pas n'importe lequel, évidemment, puisqu'on parle de Roger Federer, ça démontre un bon leadership, ce qu'on recherche. Et je lisais récemment même des réactions de Billie Jean King, et elle aussi était en faveur de ça. Donc, même elle, après avoir elle-même fondé et créé la WTA, jugeait que maintenant, c'était probablement la meilleure des choses pour les joueuses. Bien, moi, ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est que je pense que c'est une bonne idée. Effectivement, il y a des pour, il y a des contre pour toute décision. Mais il y a une réalité depuis des années, c'est que les hommes ont une plateforme. Ils ont une plateforme que les femmes, que la WTA n'a pas. Et je pense que d'utiliser cette plateforme-là va être vraiment intéressante pour la WTA. Maintenant, si c'est la partie commerciale, bien, il va falloir que ça se reflète aussi sur l'accessibilité du sport. On sait qu'il y a plus de tournois masculins, il y a moins de tournois féminins. Et je pense que si on est capable de faire en sorte que la partie commerciale se ramène aussi sur la partie sportive, mais je pense que les deux vont en gagner. Et comme tu disais, Valérie, c'est vrai. Il va falloir aussi que le spectateur se retrouve un peu et qu'on soit capable de dire, OK, bien, cette semaine, qui joue et non pas, bien, si je veux regarder de l'ATP, ça va être à ce poste-ci, la WTA à ce poste-là. On n'est pas capable de suivre le calendrier. Je pense que ça peut faciliter pour tout ça, là. On regarde juste les tournois qui sont le plus suivis, évidemment, que ce soit en ligne ou à la télévision. Bon, ce sont les grands chelems. Mais dans les grands chelems, qu'est-ce qui est le fun? C'est la diversité qu'on a. Puis on a ça parce que, tu ouvres ta télévision, puis oui, tu regardes un match d'hommes, tu regardes un match de femmes. Donc, je pense que déjà, dans les quelques tournois ATP et WTA qui sont combinés, bon, comme ici, mais bon, on a un volet Montréal, on a un volet Toronto. La même chose si on pense à Cincinnati, à Rome. Pour moi, ça, c'est le modèle à suivre. Donc, si éventuellement, ça ne sera pas demain matin. Là, je pense que la commercialisation, c'était peut-être la phase 1. Et après, c'est d'évaluer, est-ce que dans X nombre d'années, on est capable d'arriver à un point où on a un calendrier qui est un copier-coller, finalement. C'est le même calendrier pour les deux circuits. Et les gens, quand ils achètent un billet pour aller voir du tennis, ils voient autant de matchs d'hommes que de matchs de femmes. Et donc, le tennis, vraiment, est vendu ensemble et non pas par circuit. Oui, c'est clair. Tu sais, plus de cohérence aussi avec le calendrier dans l'année. Tu sais, maintenant, on a l'ATP, la WTA, l'ITF, même Coupe Davis, Coupe Billie Jean King. Ensuite, il y en a d'autres qui se sont rajoutés. Donc, ça devient vraiment complexe. Et la saison est beaucoup trop longue, selon moi, pour la plupart des joueurs et joueuses. Puis, oui, comme tu le disais, c'est ça, pour un tournoi,
ça peut être intéressant d'avoir les femmes et les hommes. Hein, ici, à Montréal, on sait, tu as quelqu'un qui se blesse en finale, des hommes, oups, tu n'as plus de match à présenter. Ben non, si tu as les femmes, tu as les hommes, le simple et le double. C'est beaucoup plus facile à vendre. C'est une expérience qui est beaucoup plus enrichissante que seulement quelques matchs rendus le samedi puis le dimanche. Tu as vraiment un beau package intéressant pour les partisans. Puis pour moi, c'est un peu ça la force du tennis. Je suis persuadée que là, si on faisait un sondage à l'heure actuelle du côté de l'ATP, probablement qu'on aurait beaucoup de joueurs qui sont contre cette approche-là parce qu'ils se disent, bien, c'est nous qui allons laisser de l'argent sur la table. À un moment donné, je pense qu'il y a l'aspect cyclique aussi. Donc, c'est pas dit que dans quelques années, quand on n'aura plus Federer, on n'aura plus Nadal, on n'aura plus Djokovic, à un moment donné, l'intérêt envers le tennis masculin ne sera plus au même niveau que là où il était dans les dernières années. Et c'est très possible que il y a des joueuses en ce moment qui sont en train de monter, qui vont avoir de belles personnalités, qui vont être capables de se vendre, de vendre leur sport aussi, et qu'on va voir finalement un petit changement. Je veux dire, si on remonte dans le temps, dans les années de Sélèche, de Graf, c'était le tennis féminin qui était plus populaire même que le tennis masculin. Donc, c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, si on a une vision un peu plus à long terme et qu'on ne regarde pas seulement le portrait actuel. Et je pense encore une fois que ce qu'on veut, c'est que le tennis gagne. Et pour faire ça, moi, je pense que ça passe effectivement par l'unification des deux circuits. Très bonne question. Je dirais qu'un des moments où on le remarque un peu, c'est dans la programmation des tournois sur le central. Souvent, on va voir, OK, il y a plus de matchs d'hommes sur le court central ou dans les moments forts de la journée où il y a plus de spectateurs, ça va de temps en temps être des matchs d'hommes qui vont être programmés. Donc ça, je sais qu'il y a eu quelques débats à ce sujet. Évidemment, il y a plusieurs joueurs aussi de l'ATP qui se sont prononcés comme quoi ils ne sont vraiment pas d'accord avec un prize money avec des bourses qui sont égales avec les femmes. Surtout, souvent, l'excuse, c'est les 3 de 5 dans les tournois du Grand Chelem. Après ça, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai été vraiment témoin de sexisme quand j'étais de sexisme sur le circuit, mais est-ce qu'on est aussi respecté les joueuses, aussi connues les joueuses du circuit féminin que masculin? Sûrement pas encore. Je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus, c'est certain. Puis, mais je pense qu'on continue d'aller vers le haut, mais c'est ça. Il faut continuer de s'entraider, d'aller vers le haut. Oui, parce que c'est sûr qu'il y en a, comme je me rappelle dans mon temps, où que les joueuses moins bien classées, il n'y avait pas un grand cours comme maintenant. Ils essaient d'encourager ça, mais ils regardent encore, t'es classé, classé combien, on va-tu la mettre sur un grand terrain ou les petits terrains au fond, je me rappelle de ça, puis il y en a encore, mais ils essaient d'améliorer ce côté-là. Mais c'est sûr, je pense que, on se fait quand même juger beaucoup, les femmes, là, dans les tournois et tout ça, là, fait qu'il y a différents côtés là-dessus. Je pourrais rajouter aussi, quand même, il y a beaucoup d'hommes. Moi aussi, j'aime ça venir voir le tennis féminin. Il y a des belles filles. Tu ne vas pas nécessairement entendre ça autant sur le circuit masculin. Puis ça, c'est... ça se vend le tennis féminin, oui, parce qu'il y a des belles filles à aller voir ou des choses comme ça. Il y a un peu ce côté-là qui reste. Oui, moi, c'est un peu ce côté-là, justement, qui me dérange. Puis j'ai l'impression que, parfois... Tu parlais de la programmation, on va décider de mettre une fille sur le central, non pas nécessairement pour son niveau de jeu, mais parce que on sait que physiquement, elle paraît bien, puis elle peut bien vendre le sport. Donc, je pense qu'il faut justement respecter un peu plus les joueuses à ce niveau-là. C'est pas rare qu'on a entendu dans les dernières années, même si on est en 2022 maintenant, là, mais qu'on a entendu des commentaires qui sont, tant qu'à moi, inacceptables. Ouais. Je me souviens de quand Eugénie s'est fait demander dans une entrevue d'après-match de « Can you twirl for us? » Quel exemple, ouais. Je pense que ça, lorsqu'on fait partie, par exemple, des médias, on a une responsabilité de respecter la joueuse pour le sport qu'elle fait, puis le niveau qu'elle amenait. Puis après ça, Marie-Ève, tu parlais de la programmation. Une des choses faciles qu'on pourrait faire pour essayer de respecter un peu plus le niveau du circuit féminin, c'est de ne pas instantanément, dans les tournois qui sont combinés, toujours mettre la finale des hommes dans la plage horaire là, qui est la meilleure, ou le dimanche versus le samedi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas alterner et donner justement un petit peu plus de
de visibilité au tennis féminin. Surtout, je pense, les dernières finales de Grand Chelem, là, les finales femmes et hommes, ils ont eu le même nombre de téléspectateurs, sinon même des fois, les femmes attiraient plus. Là. Donc, ouais. Puis moi, ce que je vais ajouter à ça, puis effectivement, puis c'est très drôle parce que souvent, c'est ce qu'on dit, hein. Ah, il y a beaucoup plus de gens qui vont regarder le dimanche, donc les hommes sont plus populaires. Oui, mais on va faire l'inverse. On va mettre les femmes le dimanche pour une coupe de tournoi, puis voyons voir ce qui se passe. Moi, ce qui me dérange dans le milieu, c'est deux choses. Évidemment, je vais parler de ma profession un peu. Je trouve que la perception d'une femme entraîneur à du haut niveau, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. On l'a vu pour moi, puis le meilleur exemple, c'est Mauresmo. Quand elle coachait Andy Murray, puis qu'elle a dû se défendre, je pense, tout le long qu'elle était avec lui, pourquoi il y avait une femme qui était là. Et pour moi, ce qui a été encore plus difficile à écouter, c'est que la majeure partie du monde du tennis disait « mais elle est là parce qu'elle est bonne pour son mental ». Comme si la fille, elle n'avait jamais joué, elle n'était pas bonne sur le plan tactique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Malheureusement, il y a encore des préjugés là-dessus. On est bonne avec les petits. Quand on arrive à du haut niveau, on n'est pas assez bonne pour frapper avec les joueurs. À moins que je me trompe, il n'y a aucun homme de l'ATP qui frappe avec leurs joueurs. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant. Et l'autre chose, je dirais que pour moi, si tu en parlais, Valérie, l'aspect médiatique. Il y a des questions qui sont posées à des jeunes joueuses ou à des fans, mais qui ne font aucun sens. Jamais qu'on va demander à Djokovic, « Bon, ben Djokovic, tu as eu un problème avec ta femme hier, comment vas-tu? » Mais par contre, on va poser cette question-là sur les relations de couple, sur comment ça s'est passé. Et avec Osaka, on a vu ses réactions aussi qui, à un moment donné, sa situation personnelle, c'est que je ne peux plus prendre ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses au niveau des médias. On parle, comme tu disais, puis toi aussi, Marie-Ève, on va parler du commanditaire de telle joueuse, de sa jupe, de la façon qu'elle est habillée, de ses tatous, on en parlait tout à l'heure. Puis là, on arrive avec les gars, mais on ne parlera pas de ça. Donc, je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire sur ces deux plans-là, certainement, et il va falloir qu'il y ait des voix qui se lèvent là-dessus. Je trouve que, tu sais, ça a été très, très exposé dans la période de Kournikova. Puis on disait d'elle, elle n'a jamais rien fait dans le tennis, mais elle a fait de l'argent parce qu'elle était belle. Puis finalement, elle était top 10 au monde, cette fille-là, puis elle a quand même fait de grandes choses pour le tennis. Et c'est arrivé dans une époque où, évidemment, il n'y avait pas les médias sociaux comme en ce moment. Donc là, je parlais d'exposition, c'est clair que pour des Osaka ou n'importe quelle joueuse du circuit de la WTA, ça peut vite partir en vrille, et puis on le voit à différents niveaux. Et je pense que la réalité pour une joueuse versus un joueur, à chaque fois qu'une joueuse va mettre une photo d'elle sur Instagram, on regarde les commentaires, puis peu importe la photo, là. Ce ne sera pas seulement des commentaires sur la performance, ça va être justement sur son apparence. Et c'est là où je trouve que bon, les gars ne sont pas du tout nécessairement dans cette réalité-là. Est-ce qu'on peut garder la discussion un peu plus sur le jeu, sur le tennis, ce qu'elles accomplissent? Oui, mais est-ce que la WTA n'est pas responsable de ça un peu? Parce que je regarde la WTA, puis vous avez été joueuse, vous avez fait partie des conversations, puis aussi de l'aspect médiatique. Moi, ça me dérange quand on dit que, justement, on promouvoit le tennis féminin par le physique. Et la première chose qu'on voit, c'est la WTA qui promouvoit ses filles avec du touch-up, puis avec un arrangement, puis les filles sont toutes pitounes. Mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça nourrit pas le problème. Exactement. La WTA, malheureusement, elle encourage ce côté-là, cette image-là de la femme. Puis c'est pour ça que les femmes se battent encore pour se faire plus respecter, peu importe ton domaine. Puis, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Puis, il faut tout le temps, comme on dirait, que tu te prouves, puis que tu es bonne, tu fais des efforts, puis tu fais ça, tu es égale, tu es capable. Mais je pense qu'il y a encore, c'est sûr, de ce côté-là, pour qu'on se fasse vraiment respecter, il faut changer un peu la vision là, des choses. Je pense aussi que les femmes ont beaucoup de pression. Valérie, tu parlais de Kournikova. Et combien de fois on a entendu en 2014, quand Eugénie Bouchard a eu des super performances, « Ah, espérons qu'elle ne fera pas comme Kournikova. » Juste parce que Eugénie, dans le fond, est très jolie. Elle s'est tout de suite fait comparer à Kournikova. Ça y a mis une pression qui est quand même assez incroyable. Effectivement. Je me suis déjà fait dire par un entraîneur, « Ah, toi, ça va être plus difficile de réussir parce que tu as
tu as d'autres choses pour réussir dans la vie, puis tu vas avoir plus de distractions parce que tu es belle, tu sais, que c'était... Tu sais, je pense pas qu'on aurait dit ça à un gars qui, tu sais, c'était pas un... Ça a encore un impact là, quand même. Mais comme disait Alexandra, je veux dire, ça va au-delà de notre sport. Je veux dire, il y a une culture à changer. Effectivement, tu le disais, Alexandra, il faut qu'on travaille plus fort. On travaille plus fort sur notre physique, on travaille plus fort sur de la façon qu'on se présente, sur notre langage, quand on est sur le terrain. Et ça, c'est très, très, très intégré depuis des années. Et il y a des choses qui passent, comme quelqu'un qui dit ça, quelqu'un qui va dire à Mauresmo que finalement, elle n'a pas d'affaire à être sur le terrain avec un gars. Mm-hmm. Après ça, c'est parce que tu n'as pas le bon niveau. Et tout ça fait en sorte que ça crée ce que ça crée, que ce soit au niveau du média, et c'est large. Donc, c'est effectivement quelque chose qui a changé, mais qui n'est pas simple. On a comme une responsabilité en tant que femme dans le milieu, justement, de faire attention, d'être alerte à ces petits détails-là pour justement encourager et mettre l'emphase sur les bonnes choses. Il faut qu'on se tienne. On parlait, elle est où la responsabilité? Je pense qu'elle est un peu sur tout le monde, finalement. Elle est autant sur la WTA, oui, comment elle décide de vendre le sport en tant que tel, mais elle est aussi sur les athlètes, sur les gens des médias autour. Et il faut continuer d'en parler pour, à un moment donné, pousser la réflexion, puis que ça arrive aussi vers l'amateur, qui, justement, va être celui qui va commenter, par exemple, une photo sur les médias sociaux, puis qui va peut-être se rendre compte, pourquoi c'est ça mon commentaire? Ouais, parce que parfois, il y a des amateurs qui connaissent même pas le tennis, puis ils vont juste juger par l'apparence. « Ah, j'aime ce qu'elle porte. » C'est aussi simple que ça, mais j'ai aucune idée du tennis, puis il va envoyer un commentaire, ou que ça se peut que la joueuse le lit ou lit pas, mais tu sais, comme des fois, tu dis ça... Oui, tout à fait. Puis d'avoir plus de femmes dans les médias aussi, je pense, va justement aider à apporter le bon message. Oui, puis c'est là où c'est intéressant parce que tu l'as soulevé un peu, Séverine, mais bon, que ce soit les femmes dans les médias ou les femmes comme entraîneurs de haut niveau, il n'y en a pas assez. Puis pourquoi il n'y en a pas assez? Parce qu'on a comme décidé dans les dernières années qu'une femme, par exemple, n'était pas apte à coacher un homme ou une femme ne pouvait pas nécessairement parler d'un match d'hommes. Tranquillement, ça change, mais ça prend du temps. Et là où je pousse la réflexion, c'est si justement, tantôt, on disait que le tennis féminin et le tennis masculin sont deux sports un peu différents quand même, pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'un homme était capable de coacher du tennis féminin, mais qu'une femme ne serait pas capable de faire l'inverse? En plus, récemment, là, je vais en oublier des noms, là, mais le nombre de joueurs qui ont été entraînés par leur mère récemment, je pense ici Shapovalov, je pense Rublev, c'est sa mère, Zverev, sa mère est très impliquée également. Tu vois, c'est des mamans russes, là, qui... mais c'est fou le nombre de... Puis je lisais un article là-dessus comme quoi, souvent, chez les garçons, c'est intéressant d'avoir une femme qui sont là parce que ça devient comme un peu la prof d'école. Ils sont capables d'être plus sévères avec les jeunes, plus les garçons vont être plus à l'écoute justement à une femme, plus calme, amener une énergie. Puis comme tu disais, il ne faut pas comparer, c'est différent ce qu'on peut apporter. Puis il peut y avoir du bon comme du moins bon, mais il y a certainement du bon qui peut être apporté. Puis en tant qu'entraîneur, je le vis moi aussi maintenant quand j'entraîne, les commentaires « Ah, ça va faire du bien pour que cette joueuse-là, elle va pouvoir te parler à toi. » Pourquoi c'est pas un entraîneur homme qui serait mieux capable de discuter, d'être à l'écoute aussi? Puis pourquoi moi, je serais juste... C'est pas ça que ça veut dire, mais oui, je peux être à l'écoute, mais je peux très bien entraîner aussi. Je connais très bien la tactique, le mental, le physique. Oui, puis c'est la même chose pour les entraîneurs masculins. Ouais. Il y a des hommes qui sont extraordinaires avec des femmes parce qu'ils ont une qualité, que ce soit de l'écoute ou que ce soit de l'empathie, qui, bon, encore ces deux choses-là ne sont pas très bien vues dans le coaching en ce moment. Ça, c'est une autre discussion. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est que tu as des femmes qui sont extrêmement bonnes avec les hommes pour des raisons très différentes et vice-versa. Mais comme tu disais, Valérie, à quelque part, il va falloir sortir de cette bulle-là puis de dire, bon, bien, c'est des connaissances, c'est des compétences. C'est qui la meilleure personne pour tel individu? Et que ce soit un entraîneur femme ou homme, bien, à un moment donné, c'est des compétences qui vont faire que tu vas le faire. Mais malheureusement, il y a encore une problématique, il y a encore un plafond de verre à ce niveau-là, que quand on veut monter, malheureusement, on a besoin de quelqu'un qui a plus de drive, on a besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus autoritaire, parce que c'est la perception de ce qu'un bon entraîneur est. Et après, qu'est-ce qu'on se fait dire?
Oui, mais on a besoin d'un entraîneur qui a des résultats. Oui, mais là, c'est un catch-22, là. Si tu n'as pas l'opportunité comme femme d'aller chercher des résultats, tu n'en auras pas. L'autre personne qui est peut-être un entraîneur masculin qui, lui, a eu 10 ans de carrière pour bâtir son profil, bien là, on va dire qu'il est plus compétent. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à changer. Je pense que les fédérations provinciales puis la Fédération nationale, ils ont aussi un gros rôle à jouer dans ça. Tu sais, je regarde juste au niveau récréatif. Quand tu penses qu'il y a seulement 25 dans les stages instructeurs, 25 c'est des femmes, 75 c'est des hommes. Et plus tu montes de niveau dans les formations entraîneurs, et moins il y a de femmes. Je pense que c'est notre rôle, nos fédérations, là, de cibler aussi des femmes, des ex-joueuses, justement, puis de leur dire, regarde, tu sais quoi, tu peux faire une carrière là, dans le coaching. Puis plus il va en avoir, bien, plus on a de chances d'en avoir aussi sur le circuit. Mais si on n'en a pas beaucoup à la base des entraîneurs féminins, c'est sûr que ça va être difficile d'en avoir plus haut. Moi, je pense que les hommes ont un rôle à jouer là-dedans aussi. Puis on a juste le premier modèle qui me vient en tête, c'est Andy Murray. C'est probablement celui qui est le plus évident. Mais lui n'a jamais hésité à faire prôner finalement ses opinions, à engager une fille comme Amélie Mauresmo pour le coacher. Puis je pense que ça a presque encore plus d'impact lorsque ça vient d'un homme que lorsque ça vient d'une femme. Donc, ça nous prend un peu plus d'alliés du côté masculin. Et les chances sont, malheureusement, que du côté des hommes, bien, ils vont probablement un peu plus écouter aussi lorsque ça vient d'un autre homme. Oui, puis pour suivre ce que tu dis, qui est tellement vrai, on a juste à regarder ce qui s'est passé dans les derniers 1 an et demi au soccer, au hockey, la WNBA puis la NBA, de voir les hommes de la Ligue nationale porter le jersey des filles au hockey. On a vu la même chose avec la NBA puis la WNBA. Alors, on voit que les hommes, ils savent qu'ils ont une plateforme, puis là, ils commencent à comprendre que leur plateforme peut servir à autre chose que leur ego et peut servir justement à dire, écoutez, là, il y a des femmes qui sont dans le sport, le sport et leur ligue est extraordinaire. Je pense que le tennis n'est pas là encore. Puis je pense qu'il n'est pas là parce que justement, on est un des sports où on a le privilège comme jeune fille ou comme femme d'avoir un parcours professionnel. Donc, il n'y a pas cet aspect-là de dire qu'il y a une urgence où on doit être des modèles. Il y a plein de choses qui peuvent se faire aussi, laisser plus de femmes à ce niveau-là, au niveau des entraîneurs, permettre d'être une voix, de défendre justement des situations qui vont arriver dans des tournois et d'être une voix pour ce qui a changé. Et je pense que ça s'en vient. On le voit avec les autres sports, puis je pense que ça va juste être un momentum pour le tennis. Oui, bien après ça, c'est de développer justement cette éducation-là aussi pour que les joueurs, par exemple, si on reste dans le tennis, bien, comprennent à quel point ils peuvent faire une différence avec leur plateforme, avec la voix qu'ils ont déjà. Puis c'est quasiment de sortir peut-être du présent, puis d'être capable déjà de se projeter, puis de dire, bien, à la fin de ma carrière, je veux que les gens se souviennent de moi, pourquoi? C'est quoi finalement le leg que je veux faire à mon sport? Et c'est sûr que ça prend une certaine maturité, je pense, pour en arriver à cette réflexion-là. Mais ils ont cette opportunité-là, puis après ça, bien, c'est à eux de la saisir. Oui, exactement. Puis je pense que la façon de faire ça, c'est de les impliquer dans la conversation. Oui. Personnellement, je trouve que le tennis, c'est tellement un sport exigeant au niveau psychologique, physique. Puis d'amener, je trouve que c'est quand même un sacrifice que tu vas un peu limiter quand tu reviens sur le circuit après une grossesse. Puis avec tes enfants, c'est quand même... c'est dur, je peux imaginer. Il faut que tu t'organises, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que je pense que c'est quand même... c'est pas un choix facile, à moins si tu as des gens qui t'aident vraiment à pouvoir, puis ça t'aide à juste concentrer sur ton sport, puis tu sais que ton enfant est en bonne main, tout ça, mais je pense que ça peut devenir lourd et c'est des sacrifices. C'est pour ça que pas toutes les femmes, je pense, qu'ils le font, tu sais, c'est juste certaines. Je pense que c'est de plus en plus ouvert par rapport à dans le passé, puis il y a 2 raisons pour ça. Financièrement, les femmes gagnent plus d'argent, donc ça devient une possibilité parce que tu peux pas voyager seule avec ton enfant puis aller jouer tes matchs. Tu as besoin de quelqu'un qui va
s'occuper de ton enfant pendant que tu vas t'entraîner ou pendant que tu voyages ou peu importe. Donc ça, vu que les bourses sont plus élevées, on en voit de plus en plus. Pas juste chez les meilleurs au monde. Je pense à une Mandy Minella qui a 2 enfants maintenant puis qui est de retour sur le circuit puis qui est une fille qui est à peu près 100e. Donc, mais c'est son entraîneur et son mari aussi. Donc, il y a quand même une conciliation qui est là. Puis, deuxièmement, bien, ils ont instauré un règlement comme quoi, lorsque tu reviens d'une grossesse, bien, tu as un classement protégé. Donc, c'est plus encouragé que ce l'était dans le passé. Mais c'est clair que c'est une transition qui n'est pas pour tout le monde puis qui est extrêmement difficile à faire. Là, le tennis, c'est un sport qui t'amène partout dans le monde, 30 semaines par année. Mais le circuit le supporte maintenant, fait qu'il donne plus la chance aux autres, aux fans de faire ça. Mais je pense que ça reste quelque chose qui est beaucoup plus accessible quand même Vraiment. pour les joueuses qui sont mieux classées, évidemment, parce que financièrement, elles peuvent se permettre d'être entourées adéquatement pendant les tournois, tandis que lorsque tu es habitué de voyager à moindre coût, puis que là, soudainement, justement, tu dois amener ton bébé, ça prend quelqu'un qui t'accompagne pour s'occuper du bébé pendant que tu joues, c'est pas évident. Un autre point aussi que je veux apporter, c'est que maintenant, incroyable comment que les joueurs et les joueuses jouent beaucoup plus longtemps. Avant, je me souviens, tu sais, moi, dans ma tête, c'était à 30 ans, tu arrêtes de jouer. Tu sais, pas mal tout le monde, tu avais 30 ans, là, ça faisait déjà quelques années que tu commençais. C'était rare que tu continuais plus longtemps. Maintenant, franchement, les femmes et les hommes sont capables de se garder à un haut niveau jusqu'à 40 ans. Là. Donc, tu sais, si à un moment donné, bien, il y en a des joueuses que tu vois qui font le choix, OK, je vais avoir mes enfants, je vais former ma famille, mais je veux retourner sur le circuit pour plusieurs années encore. Mais c'est ce que j'allais ajouter, c'est que je pense que là, on s'en va dans une génération qui est possible de le faire. Parce que les femmes sont, et les hommes, comme tu disais, Marie-Ève, sont plus longtemps sur le circuit, plus à des âges 34, 35, même 40 ans. Alors, ça veut dire que ta carrière, tu n'as pas besoin de juste être bonne pendant 5 ans. Et aussi, je pense que les tournois ont fait des efforts pour ça. On le vit, nous, avec Tennis Canada, où on donne une possibilité, justement, d'être un athlète, d'être une athlète et d'avoir des services de famille, pour leurs enfants. Et ça facilite, comme tu disais, Alexandra, ça facilite un peu plus la vie de savoir qu'avant de partir, il faut que tu t'organises, qui va t'occuper de ton enfant, comment ça va se passer. Mais quand tu sais que tu t'en vas dans des tournois qui ont cette flexibilité-là, bien, peut-être tu vas être plus porté à dire, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas faire une autre année, 2 autres années, et ça devient moins une barrière. Puis pour moi, je regarde des femmes comme Azarenka, puis ce qu'elle est en train d'accomplir, c'est énorme. Je veux dire, elle a eu un enfant, ça n'a pas été facile sur le plan aussi humain pour elle avec sa séparation, et il est là, puis elle utilise ça aussi sur un plan positif, sur l'éducation de son garçon, ce que peut-être on n'aurait jamais vu il y a 10 ans ou 15 ans de là. Bien, Alex, tu parlais du côté physique. Puis je pense qu'il faut parler justement du courage quand même, puis de la détermination de ces femmes-là qui décident de revenir sur le circuit avec un enfant. C'est pas évident. Puis pour n'importe qui a regardé la série Being Serena, je pense qu'on le comprend bien, tout ce que ça demande pour revenir finalement au niveau où on était avant la grossesse. Oui, non, c'est évident que tu ne repars pas au même niveau. Là, il y en a qui... j'ai vu des joueuses qui continuent de s'entraîner presque jusqu'à la fin de la grossesse, puis après... en tout cas, je peux dire que ça n'aurait pas été mon cas. Que c'est... Oui, puis ça prend... tout le monde qui a eu des enfants savent que c'est pas facile, là, les premiers mois, puis tout ça, puis d'être capable de retrouver, d'avoir le temps, la discipline, puis, wow, chapeau. Ouais, pour moi, c'était un privilège de jouer un tournoi par équipe. Tu sais, c'était comme le seul tournoi par équipe que je pouvais jouer, puis j'aimais vraiment ça. Fait que c'était tout le temps, pour moi, de jouer pour mon pays aussi. Je voulais tout le temps participer à chacune de ces coupes-là. Je pense qu'un côté qu'on pourrait plus encourager les filles à représenter leur pays dans la Billie Jean King Cup, ça serait de peut-être modifier un peu le calendrier parce qu'elles regardent souvent ça. Ah, c'est trop près de mon prochain tournoi où je suis brûlée quand je joue pour mon pays parce que je dépense beaucoup d'énergie. Donc, elles regardent souvent le calendrier. C'est pas nécessairement comme « Ah, je veux jouer pour mon pays à chaque fois que l'occasion se présente. » Donc, peut-être de modifier un peu le calendrier pourrait permettre à encourager plus les joueuses à vouloir représenter le pays dans la Billie Jean King Cup.
Oui, puis pour ajouter Alexandra, je pense que c'est une super bonne idée. On veut les meilleures joueuses, on veut les joueuses qui participent. Pour ça, le calendrier est important. Et je pense aussi qu'on a une opportunité d'inspirer et d'influencer les jeunes filles. Puis je trouve que ça serait le fun de faire des activités. Je sais que nous, on le fait à plusieurs occasions, mais même avant la compétition, quand elles sont en entraînement, amener des jeunes filles à l'entraînement, amener des jeunes filles à les voir, à les rencontrer, de faire en sorte que c'est un happening au-delà de l'événement lui-même. Et je pense que pas juste nous au Canada, partout à travers le monde, il y aurait des bénéfices, sur justement l'inspiration puis l'aspect qu'on parlait du début, de voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qu'on peut accomplir. Mais ça, il faut aller chercher les plus jeunes pour faire ça. Puis je rajouterais, moi, évidemment, si l'horaire peut le permettre, à avoir ce type d'accès qui serait merveilleux pour ces jeunes filles-là. Oui, d'amener des jeunes d'école primaire, secondaire à assister. Tu sais, l'avantage, souvent, c'est qu'on a justement des rencontres qui ont lieu à la maison, au pays. Donc, d'être capable d'aller chercher plusieurs jeunes, les amener, voir, découvrir le tennis, le sport en général, que ça soit, plus accessible. Moi, je me souviens, on m'avait demandé pour un événement de la Coupe Davis, de porter le drapeau canadien pour la cérémonie d'ouverture. Je m'en souviens encore, j'étais impressionnée. Ça m'a donné envie où j'avais le tournoi de Repentigny où j'ai grandi, que je pouvais voir le tournoi international. C'est tellement important pour quand tu es jeune de voir quelque chose de concret, puis de voir, c'est ça qu'ils font, OK, c'est possible de jouer au tennis, puis de donner peut-être justement cette envie-là aux jeunes. L'avantage de la Billie Jean King Cup, c'est que c'est à la maison, c'est accessible de proche de pouvoir voir du tennis féminin, donc de l'exploiter davantage. Tu as aussi, vas-y. T'as aussi l'ambiance pendant une Billie Jean Cup. C'est le fun parce que souvent les matchs de tennis, ben là, il ne faut pas que ça parle, c'est le silence puis tout ça. Donc je pense que pour quelqu'un qui découvre le sport, ça peut vraiment être le fun pour un jeune de faire OK, il y a de l'ambiance, c'est cool. Donc, oui. Oui, avec les petits bâtons comme ça dans le temps, là, c'est clair, oui. Oui, je pense qu'on n'a pas encore trouvé la formule parfaite parce que, bon, c'était trop demandant dans le calendrier. Là, on est allé vers une formule où on se concentre un peu plus pour les finales sur une semaine. Mais en même temps, ce qui est intéressant lorsqu'on a la chance d'être pays hôte, bien, c'est justement cette opportunité-là de faire un peu plus d'activités en marge d'eux, puis de mettre de l'avant bien, les modèles aussi pour les jeunes filles. En même temps, je me demande aussi s'il y a pas un peu plus à faire en gardant la même formule, mais être capable de l'instaurer dans chaque pays pour les juniors. Parce que je me souviens de mon expérience à jouer la Billie Jean King Cup qui s'appelait Fed Cup Junior, chez les 16 ans, chez les 14 ans et moins, puis à quel point j'avais adoré l'expérience. Puis déjà là, bien, ça me donnait envie, chez les professionnels, de pouvoir représenter mon pays. Donc, si on était capable même de faire ça chez les encore plus jeunes, peut-être, puis de développer finalement ce sentiment d'appartenance-là déjà envers la compétition en tant que telle, bien, peut-être que ça fera en sorte que arrivé chez les professionnels, bien, les joueuses auraient encore plus envie d'y participer, là. Oui, puis c'est tellement une bonne idée, Valérie, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on veut cet aspect-là d'équipe, d'être avec un groupe, d'être au-delà de juste ma personne, puis que ça soit individuel. Puis effectivement, il y a plusieurs événements. Il y en a junior, on a la Billie Jean Cup pour les pros, mais ça serait le fun, effectivement, qu'ils soient dans le même endroit, la même semaine. Puis ça va aussi être bon pour les plus jeunes. Puis souvent, je trouve qu'on fait trop des activités sans penser à quel point l'activité peut enchaîner sur d'autres choses. Puis ça serait tellement une bonne idée de permettre aux jeunes filles de voir vers où elles pourraient aller. Puis en même temps, ça ne serait pas une surprise de dire « Ah, bien, la Billie Jean Cup, elle existe. » Fait que, est-ce que ça tente de jouer pour ton pays? Ça ferait partie de la culture, ça ferait partie du développement de notre sport. Puis ça, c'est tellement quelque chose, je pense, qui manque, mais qui pourrait être tellement, tellement le fun pour les jeunes filles. Il faut trouver la solution pour créer ce goût-là, puis les encourager, puis faire des activités plus tôt chez les jeunes. Je me rappelle, comme tu dis, Valérie, j'ai joué aussi la Fed Cup Junior, puis ça me donnait le goût d'être là, puis d'aller loin et tout ça. Fait qu'il faut trouver quelque chose pour justement encourager ça. C'est un des événements qui va dans le plus de pays au monde. Avec le tennis, là, ça se joue partout. C'est ça qui est incroyable. Puis ça dure depuis longtemps. Donc, je trouverais ça vraiment dommage de perdre cet événement-là. Mais c'est clair qu'il y a des ajustements à faire pour que ça devienne plus spécial. Quand c'est joué à chaque année,
pas seulement les joueuses, mais les spectateurs et tout, on perd un peu l'intérêt. Exact. Il faut que ça... L'ITF avait changé un peu l'image en positionnant ça comme la Coupe du monde du tennis, mais si on veut vraiment que ce soit une Coupe du monde, puis je pense que, bon, l'exemple qu'on a qui nous vient en tête tout de suite, c'est évidemment le soccer. Lorsqu'on parle de Coupe du monde, c'est un événement, mais pourquoi? Parce que ça revient pas à chaque année. Donc, peut-être que moins, ça va nous amener plus, finalement, si on est capable de trouver une formule qui revient aux 2 ou aux 4 ans, mais que l'intérêt est vraiment là de la part de tout le monde, que ce soit les amateurs ou les joueuses.